Cédric Perrin, on voudrait d'abord bien sûr entendre votre réaction au décès tragique de ces 13 militaires français. Écoutez, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent. Je crois que c'est terrible, c'est un drame. Nous sommes dévastés par une telle nouvelle, évidemment, parce que ce sont des enfants de la République qui sont allés se battre pour notre liberté, au service de la France, et ils le font avec évidemment beaucoup de détermination. Et puis, on en est à 41 victimes dans cette opération Serval et puis Barkhane. Et puis nous sommes évidemment plus particulièrement touchés, nous au Sénat, puisque c'est le fils d'un de nos amis. Moi, Jean-Marie Bockel, c'est un de mes amis et j'allais dire très proche, parce que finalement nous sommes sans cesse ensemble dans des déplacements, dans des rapports. La plupart des rapports que j'ai fait au Sénat ces 5 dernières années, je les ai fait avec Jean-Marie. Elle me parlait souvent de son fils, très souvent, dont il était très fier, mais aussi très inquiet. Je sais que son départ il y a une dizaine de jours pour une nouvelle opération inquiétait l'épouse de Jean-Marie notamment, et voilà, et on a l'impression un peu d'être touché en plein cœur et d'avoir voilà, d'être plus particulièrement concerné. Alors évidemment on est toujours concerné parce que ce sont tous des enfants de la France, les 12, et le fils à Jean-Marie également, mais voilà, je suis très très ému parce que j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-Marie et pour son épouse Marie-Odile, et que c'est aussi mon voisin, puisque Mulhouse est voisin de Belfort, et que je suis très 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 peiné, mais en même temps très fier du travail qu'il réalise en opération extérieure pour la France et pour notre liberté, ne l'oublions jamais. Et on sent bien votre émotion ce matin, vous le disiez, c'est le plus lourd bilan en opération depuis 36 ans. 41 soldats tués au Mali. Se pose la question, est-ce que la France doit rester au Mali ou pas? Écoutez, je pense premièrement que cette question ne doit pas être traitée comme ça à chaud. Et puis d'autre part, je pense que la question ne se pose pas vraiment. Les opérations... Elle ne se pose pas vraiment parce qu'on n'a pas le choix. Elle ne se pose pas vraiment parce que nous n'avons pas le choix. Parce que si nous sommes engagés au Mali en 2013 sous l'impulsion du président Hollande à l'époque, c'est parce que la situation au Mali était devenue extrêmement tendue et que le risque de voir tomber ce pays était très important. L'opération française a permis justement au Mali de rester à flot. L'objectif est bien évidemment la paix. L'ancien chef d'état-major de l'armée le général de Villiers disait très clairement que voilà, l'objectif d'une guerre, c'était d'aller trouver la paix. Évidemment, la sortie de cette crise, elle sera politique, elle ne sera pas militaire. Donc nous avons besoin de continuer à y rester, à former les forces armées maliennes, les fameux FAMA. Près de 12 200 FAMA ont été formés depuis que nous sommes à Barkhane. Et surtout, l'État malien a besoin de reprendre le lead, si je puis dire. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est pas vraiment la direction que nous prenons dans ces pays-là. Et ça veut dire que ça pourrait encore durer des années, la présence de la France sur cette zone? Ça veut dire que ça peut encore durer des années, mais ça veut dire aussi que si nous devions partir, imaginons ce qui s'y passerait, imaginons les foyers terroristes qui s'y développeraient. Écoutez, aujourd'hui, la présence française au Mali, ça permet sans aucun doute de mettre en tout cas à mal les initiatives terroristes, la constitution d'un certain nombre de groupements, leurs moyens logistiques, etc. Et donc la présence, elle est importante. Et des opérations comme celle malheureusement dans laquelle nos 13 militaires français ont perdu la vue, ce sont des opérations très importantes qui permettent de mettre en tout cas d'éviter la progression de ces groupes armés terroristes. Ça veut dire que notre sécurité intérieure sur le sol français, elle passe aussi par la présence de soldats là-bas? Bien évidemment, je pense que notre sécurité, elle commence là-bas, et que les groupes armés terroristes, si on les laisse prospérer, si on les laisse grandir et prendre la possession d'un certain nombre d'États, parce que c'est ce qui se passe, regardez ce qui se passe au Burkina Faso depuis maintenant quelques mois, c'est assez dramatique. La carte qui était encore la semaine dernière qui permettait encore quelques déplacements au Burkina Faso ne le permet plus aujourd'hui. Toutes les régions sont classées rouges. Donc voilà, ce cancer qu'est le terrorisme, qu'est la radicalisation, est en train de progresser en Afrique. Et si la France n'y était pas, sans doute que les choses progresseraient beaucoup plus vite. Et quand je dis que si la France n'y était pas, c'est qu'on regrette également que la France y soit extrêmement seule aujourd'hui. Et évidemment, nous avons l'aide d'un certain nombre de pays européens qui viennent de manière logistique nous fournir un appui. Il y a aussi soyons justes, quelques détachements de pays qui sont présents dans ces pays-là, dans la
bande sahélo-saharienne, mais il y a évidemment un effort qui est porté essentiellement par la France, un effort budgétaire, un effort humain, on le voit malheureusement encore aujourd'hui, et donc ce que nous réclamons, c'est que nous puissions avoir un effort beaucoup plus important. Mais là, c'est la question des troupes au sol, hein, notamment, qui se pose. Comment on oblige les autres pays de l'Union européenne à eux aussi envoyer des troupes au sol pour que la France ne soit pas seule? Personne ne peut obliger les autres pays européens pour que la France ne soit pas seule. Aujourd'hui, quand était évoquée l'armée européenne, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que autant je suis profondément convaincu qu'aujourd'hui, nous devons avoir une coopération européenne en matière de défense et d'industrie surtout, pour réaliser du matériel ensemble, comme nous le faisons pour le système de combat aérien du futur, comme nous le faisons pour le projet appelé MGCS, qui est le char du futur, comme nous le faisons pour le drone européen, le fameux projet Euromal. Nous devons le faire avec nos partenaires et amis européens, mais il est bien évident que partager la souveraineté sur, par exemple, la bombe nucléaire, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Donc chacun garde évidemment ses soldats et l'objectif, c'est évidemment une mise en commun pour aller lutter là où les terroristes se trouvent aujourd'hui, et puis pour faire en sorte que nous puissions faire en faire diminuer, j'allais dire mettre hors d'état de nuire, c'est l'idéal, mais en tout cas à minima les faire diminuer leur puissance. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette Europe de la défense. Pour vous, ça reste une chimère, cette Europe de la défense? Je crois que les mots ont un sens, et quand le président de la République a parlé d'Europe de la défense, certains ont cru qu'on allait se retrouver avec des soldats sous un même drapeau. Et moi je pense que ça c'est quelque chose, une chimère, vous l'avez dit, peut-être, je ne l'espère pas, mais je ne pense pas. Je pense que c'est très compliqué d'y arriver. En revanche, ce qui est absolument fondamental, c'est que nos pays travaillent ensemble à une Europe industrielle de la défense. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, les événements qui se déroulent en ce moment, et on a vu les réactions d'Angela Merkel, c'était dans le journal hier, aux propos réguliers du président de la République sur l'Europe, n'arrange pas les choses. Et donc, on a besoin d'aplanir nos relations avec nos partenaires, et notamment nos partenaires allemands, avec lesquels nous n'avons pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que lorsque la France s'engage dans un projet industriel tel que l'Euromal, le SCAF ou le MGCS, elle s'engage pour concevoir du matériel qui lui permettra d'entrer en opération extérieure, comme nous le voyons ici au Mali, et donc d'aller utiliser nos matériels dans la bande sahélo-saharienne ou dans d'autres théâtres d'opération. Les Allemands n'ont pas de cette logique-là, puisque eux, historiquement, ils sont plutôt tournés vers une défense militaire que vers une action extérieure. Donc, quand on conçoit du matériel, on le conçoit de manière différente quand on veut l'utiliser sur son territoire ou quand on veut l'utiliser dans la bande sahélo-saharienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre la France et l'Allemagne, il y a des discussions importantes et parfois des complications, j'allais dire, parce que le matériel subit ce qu'on appelle dans le jargon militaire des surspécifications. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui rajouter des options. Chacun va vouloir des options supplémentaires. Et donc, on se retrouve avec du matériel qui coûte cher et qui, parfois, sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble de manière intelligente pour pouvoir créer ça passe par une coopération entre la France et l'Allemagne. Mais ça passe inéluctablement par une coopération entre la France et l'Allemagne, mais aussi l'Italie, l'Espagne et d'autres pays européens. Est-ce que la sortie du Royaume-Uni, ça va changer quelque chose pour l'Union européenne en matière de défense? Écoutez, les accords de Lancaster House existent. Ils nous permettent de travailler très efficacement avec nos collègues britanniques, qui, rappelons-le tout de même, sont les seuls quasiment en Europe aujourd'hui à venir nous appuyer significativement dans nos opérations extérieures. Donc il est très important que les accords de Lancaster House puissent être respectés, puissent être continués, et que nous puissions continuer à travailler avec nos amis et partenaires britanniques, parce que ce sont des partenaires fiables, une armée aguerrie, et des gens qui sur le terrain sont particulièrement efficaces, j'allais dire un peu comme l'est la France aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre réaction, Cédric Perrin, à ce sujet. On va passer à l'actualité du Sénat. Nicole Belloubet, notamment, qui était auditionnée hier. La garde des Sceaux, elle était auditionnée sur le budget de son ministère. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Fanny Conquis. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Cédric Perrin. Et Nicole Belloubet qui était donc auditionnée, comme de nombreux ministres, dans le cadre de son budget 2020. Oui, effectivement, Nicole Belloubet est auditionnée par la commission des lois du Sénat hier après-midi dans le cadre du PLF 2020. Et dès le début de l'audition, le président de la commission, Philippe Bas, a exprimé ses réserves sur ce budget. Écoutez. Nous constatons que la programmation budgétaire pour 2020 s'éloigne déjà en partie de ce qu'a voté le Parlement il y a tout juste 6 mois. C'est donc sur une tonalité plutôt réservée que s'ouvre pour nous le débat budgétaire.
Alors, on va rappeler quelques chiffres de ce budget de la justice dans le PLF 2020. Un budget de 7 585 millions d'euros. C'est un budget en hausse de 4%, plus 350 millions d'euros donc par rapport à l'année 2019, mais une hausse moins importante que prévue dans la loi de programmation. 4%, on l'a dit, au lieu des 5% annoncés. C'est donc 153 millions d'euros en moins. Et puis enfin, on précise que c'est un budget qui est en hausse tout de même pour la troisième année consécutive. C'était plus 4,5% l'année dernière et puis un budget en hausse en 2018 de 3,9%. Alors par ailleurs, au cours de son audition, la ministre a annoncé que 1520 emplois allaient être créés l'année prochaine. C'est 100 emplois de moins que prévu. Mais sur ces créations de postes, 1000 concerneront l'administration pénitentiaire et puis 384 concerneront les juridictions pour accompagner la réforme de la carte judiciaire. On constate donc que l'augmentation du budget et des créations de postes sont un peu moins élevées que prévu. Mais pour la garde des Sceaux, il ne faut pas y voir un renoncement quant aux ambitions. Écoutez. Cela ne traduit en rien une révision à la baisse de nos ambitions. Il ne s'agit en réalité que d'être conforme à la réalité des situations que nous traitons et que d'ouvrir les crédits de paiement et les emplois dont nous avons besoin en 2020 au vu de l'avancement réel de nos projets. Quelques opérations immobilières pénitentiaires ont en effet pris un peu de retard. Alors au cours de cette audition, la ministre a également été interrogée sur le financement des mesures du Grenelle des violences faites aux femmes et des échanges qui ont parfois été tendus avec les sénateurs et sénatrices de la commission. Vous allez le voir notamment sur la création de centres de prise en charge des auteurs de violences. La ministre a reconnu que cette mesure n'était pas tout à fait budgétée. Écoutez. Je vous ai dit, Monsieur le Premier ministre a parlé d'un appel d'offres qui serait lancé. C'est un point qu'il faut préciser. Je n'ai pas, j'ai répondu, je n'ai pas la précision 24 heures après l'annonce. Voilà. Non. Il y aura au moment où je vous parle, je n'ai pas la réponse. Je vous dis, il y aura un appel d'offres. Je ne sais pas exactement comment les choses seront montées. Je ne sais pas, 24 heures après l'annonce, comment les choses financièrement seront montées. Alors, en revanche, en ce qui concerne le bracelet anti-rapprochement, la ministre a expliqué que le budget était estimé à 5,5 millions d'euros pour 1000 bracelets et que les crédits dédiés apparaîtront dans le PLF rectificatif de 2020. Et puis, enfin, pour les téléphones grave danger, là, le budget est estimé à 7,1 millions d'euros et il est inscrit dans le projet de loi de finances du ministère de la Justice pour 2020. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications. On vous retrouve un petit peu plus tard. On a entendu Nicole Belloubet sur le plan qui a été annoncé par Édouard Philippe lundi, plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on le voit, si les mesures ont été annoncées, le budget n'est pas tout à fait clair derrière. Écoutez, le vrai sujet, c'est que la ministre a une fois de plus démontré, et ça a été dit par un de mes collègues hier en commission, a une fois de plus démontré une habileté à l'usage de la langue de bois. Et le vrai sujet aujourd'hui pour ce gouvernement, c'est la crédibilité gouvernementale. Et une multitude aujourd'hui de sujets sont annoncés. Il y a beaucoup de communication, ils sont excellents. Alors là, on peut leur donner vraiment une note parfaite, 20 sur 20 en communication. Le problème, c'est que derrière, il y a énormément de projets qui ne sont pas financés. Et celui-ci en est un. Et il y a beaucoup d'incohérences dans leurs annonces. C'est dommage parce que dans le sujet que vous venez de montrer, vous avez juste coupé au moment où la ministre expliquait qu'il y avait des retards dans l'administration pénitentiaire, dans la construction des maisons d'arrêt, et que ce retard, elle l'expliquait dans la commission, vous ne l'avez pas mentionné, était dû essentiellement à des freins de l'opinion, ou en tout cas je ne sais plus comment elle a exprimé ça, mais des habitants des lieux où on souhaite construire des prisons. Moi, je vous invite, journalistes de Public Sénat, à vous rendre en Haute-Saône, à Lure, et à voir comment la parole gouvernementale est respectée. Je vous rappelle quand même que le président Hollande avait demandé à ce qu'une maison d'arrêt soit construite à Lure. L'administration pénitentiaire a démonté la maison d'arrêt. La population demande une nouvelle construction, une nouvelle maison d'arrêt, parce que ce sont des lieux où il a besoin de créer des emplois et où, évidemment, le service public est peu présent. Eh bien, cet engagement avait été pris à l'époque par Mme Taubira. Eh bien, le gouvernement actuel, Mme la ministre Belloubet, a fait annuler cette création de maison d'arrêt. Donc, on peut expliquer à grand force de communication dans les médias, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'il y a des problèmes d'installation parce que les gens n'en veulent pas, mais là, ils en veulent. Donc,
je vous invite à aller vous rendre compte sur place et essayer de comprendre où est le vrai problème. Donc pour vous, problème de crédibilité. Bien sûr. On va se rendre comme tous les jours dans une rédaction locale. Cédric Perrin, aujourd'hui, on va retrouver nos partenaires de TV Tour. Bonjour Romain Delville, vous êtes journaliste à TV Tour et vous allez nous parler de Jean-Michel Blanquer qui a délocalisé son cabinet en Touraine pendant 2 jours. En effet, les visites ministérielles s'enchaînent en Indre-et-Loire. Vous le disiez, la dernière en date, c'est Jean-Michel Blanquer qui est resté 2 jours dans le cadre d'un cabinet décentralisé. Alors, le principe d'un cabinet décentralisé, c'est de faire un suivi au plus près des mesures gouvernementales. C'est pourquoi Jean-Michel Blanquer a emmené 15 conseillers dans ses valises qui ont enchaîné justement les rendez-vous à l'inspection académique. Et pendant ce temps-là, Jean-Michel Blanquer, lui, a littéralement entamé une tournée, 9 établissements en 2 jours, les écoles, les collèges, les lycées. Le ministre a sillonné le département du nord au sud. Alors, par exemple, à Amboise, il était accompagné de Yann Arthus Bertrand, le photographe, pour présenter des posters éducatifs qui sont créés par la fondation de Yann Arthus Bertrand, des posters qui seront distribués dans quelques semaines dans toutes les écoles de France. Est-ce qu'il y a eu des annonces pendant cette tournée de Jean-Michel Blanquer ? Alors, pas vraiment, mais il a salué la ruralité dynamique selon ses mots, et c'est souvent finalement ce qui ressort des nombreuses visites ministérielles cette année. On en compte déjà une 30aine depuis le début de 2019, parce que Tours est à 1h10 en TGV, mais les politiques continuent de garder un peu cette image mythique du Jardin de la France. Ça, c'est pour la visite de Jean-Michel Blanquer. Demain, une autre visite, et pas des moindres, c'est celle d'Édouard Philippe. Exactement. Édouard Philippe était en début d'année en Touraine pour vanter le modèle des maisons de santé. Il sera demain à Vendôme, cette fois autour des actions autour de la transition écologique. Et le Premier ministre arrive lui aussi bien accompagné de nombreux ministres. 5 ministres et secrétaires d'État sont annoncés à son côté. Alors, il y a d'abord les locaux, Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires. Il y aura également Muriel Pénicaud, Agnès Pannier-Runacher et Emmanuel Vargon. Alors au programme, la visite du lycée Ampère où une formation sur les nouvelles motorisations électriques et hybrides va être mise en place à la rentrée 2020. Alors d'abord pour les véhicules de particuliers, puis pour les engins agricoles et les engins de travaux publics. Alors pourquoi autant de ministres ? Pourquoi à Vendôme ? Oui, parce que le pays vendômois fait partie des 17 territoires pilotes du CTE, le contrat de transition écologique. Alors, le contrat a été signé à la mi-septembre et regroupe 26 actions au service de la transition écologique. Alors, parmi ces actions, je vous le disais, il y a les futurs BTS du lycée Ampère, mais également la construction d'une école à énergie positive ou encore la plantation de 7 km de haies, environ 10 000 arbres sur l'exploitation d'un éleveur bovin. Alors, le but dans ce cas, c'est bien sûr de faire revenir les insectes et les oiseaux qui ont déserté la plaine. Le financement du CTE dans le pays vendômois approche les 8 millions d'euros, issus d'une synergie entre des partenaires privés, l'État, la région Centre et le département de Loir-et-Cher. Merci beaucoup Romain Delville pour toutes ces explications. Merci à nos partenaires de TV Tour d'avoir été en direct avec nous. Et après Tours, on va maintenant passer à la revue de presse de votre département du territoire de Belfort. Cédric Perrin, c'est avec Fanny qui revient. Et Fanny, on commence avec l'Est républicain. Oui, vous allez le voir, on commence avec l'Est républicain et on parle de General Electric. Et on parle plus précisément du Cybelle, une nouvelle aventure industrielle. Vous allez le voir le 29 novembre. Le collectif d'innovation industrielle de Belfort qui regroupe des salariés, des patrons, des sous-traitants, des étudiants qui réfléchissent à des projets innovants pour la région, présenteront donc ces projets devant la Chambre de commerce et d'industrie de Belfort. Et comme c'est écrit dans l'article, c'est une manière de redonner un peu de couleur à l'industrie locale. Et on va enchaîner avec le 3. C'est un site de décryptage de l'actualité du Nord-Franche-Comté. Oui, effectivement. Alors on le sait, lundi, le Premier ministre a présenté une quarantaine de mesures dans le cadre du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Eh bien, le territoire de Belfort s'engage aussi. La commission départementale du territoire de Belfort a signé une convention avec l'hôpital Nord-Franche-Comté, la préfecture, la police et la gendarmerie pour que les femmes victimes puissent porter plainte depuis l'hôpital. Ce sont les gendarmes qui feront le déplacement à l'hôpital pour recueillir leurs plaintes, ce qui changera donc les choses pour les femmes victimes. Merci beaucoup Fanny, à tout à l'heure. Cédric Perrin, vous voulez réagir à cette actualité qui concerne votre département ? Écoutez, oui, sur l'affaire de General Electric, premièrement, il est évidemment capital que
toutes les forces du département, mais aussi de l'extérieur du département se mobilisent pour essayer de chercher des moyens de diversification de notre tissu industriel. Et l'affaire de General Electric aurait été en quelque sorte un déclencheur. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se mobilise massivement. Les élus, le maire de Belfort, Damien Meslot, les députés du territoire de Belfort, le président du conseil départemental et moi-même, on est très actifs sur le sujet. On essaie d'être des facilitateurs et de chercher des solutions de diversification. Et vous êtes optimiste sur cette solution ? Je pense qu'il y a des sujets d'optimisme. Oui, des sujets d'optimisme aujourd'hui. Et je pense que nous avons des pistes intéressantes, mais ce sont des pistes sur du long terme. Aujourd'hui, le plan social est en cours et donc on a besoin aussi de trouver des solutions de court terme. Donc on a des problèmes, vous l'aurez compris, de temporalité. On a besoin voilà. Mais on est quand même le premier région industrielle de France en termes d'emploi. On a pratiquement 43% d'emplois industriels dans le sud du département, ce qui est absolument colossal quand on sait que la moyenne nationale est à 11%. Vous êtes inquiet sur l'avenir industriel de votre région ? On a des inquiétudes sur l'avenir industriel quant à effectivement la crise économique dans sa globalité, mais on a aussi des perspectives intéressantes, des espoirs sur des nouvelles technologies. Et puis il ne faut pas oublier non plus que sur la question de la transition énergétique, le territoire de Belfort est à la pointe. Nous sommes un territoire d'énergie. Chez nous, il y a évidemment une grande capacité de recherche et d'innovation en matière d'hydrogène. Donc moi, je suis extrêmement présent sur cette question et je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer. La problématique, on en revient toujours à la crédibilité de l'État. Aujourd'hui, c'est quels sont les moyens que se donne l'État en dehors des blablas et de la communication pour arriver à faire en sorte que cette transition soit efficace. Je vous donne un exemple très rapide. L'hydrogène, par exemple, le plan hydrogène à la sortie du gouvernement de Nicolas Hulot, c'était 100 millions d'euros par an. L'ADEME a annoncé 100 millions d'euros sur 5 ans en janvier 2019 et en juin, c'était 5 millions. Quand les Chinois mettent 16 milliards, que les Américains viennent de faire une levée de fonds privés dans l'Ouest américain de 31 milliards de dollars sur l'hydrogène. La France maîtrise la totalité de sa chaîne de valeur sur l'hydrogène. On a donc une capacité aujourd'hui à créer des emplois. On parle de 150 000 emplois potentiels. C'est la FIPAC qui en parle, l'agence de l'hydrogène. Et aujourd'hui, il y a des tergiversations terribles sur les budgets qu'on y consacre. Et moi, je suis extrêmement inquiet parce que je pense qu'il n'y a pas de vision politique, de vision industrielle des choses et qu'il faut absolument que nous y arrivions. Le grand sujet... Est-ce que les élus locaux, on a beaucoup parlé dans cette émission de la mobilisation des élus locaux sur ces questions d'industrie, est-ce qu'ils sont trop seuls ? L'État vous laisse trop seul ? Écoutez, on a l'impression d'être très seul. Alors soyons justes, dans le cadre du plan de General Electric, l'État a été présent et Bruno Le Maire a aidé évidemment à améliorer ce plan. Mais quand vous entendez Bruno Le Maire en question d'actualité au gouvernement au mois de mai, je crois, ici, qui nous explique, ou c'était Agnès Pannier-Runacher, qui nous explique qu'il n'y a pas d'avenir pour le gaz. Quand un ministre dans l'hémicycle explique qu'il n'y a pas d'avenir pour le gaz, ça veut dire qu'il n'a absolument rien compris à ce qu'était la transition énergétique. Ça veut dire que l'intermittence des énergies renouvelables et la nécessité de trouver des énergies de substitution pour pallier justement à ces creux, eh bien c'est évidemment nécessaire de développer de l'énergie gaz. Et donc ça veut dire que quand vous expliquez ça, vous n'avez rien compris. Donc je suis assez inquiet effectivement sur la capacité de l'État aujourd'hui à développer une politique industrielle réaliste et surtout une politique énergétique qui nous permet de conserver notre souveraineté en la matière. Merci beaucoup, merci Cédric Perrin d'avoir été avec nous ce matin.